Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Pascal Lamy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez également été commissaire européen en charge du commerce. Vous avez été proche de Jacques Delors et vous venez de publier « Quand la France s'éveillera » chez Odile Jacob. Vous souhaitez que notre pays s'éveille, qu'il s'éveille à la mondialisation, qu'il regarde la réalité en face, qu'il n'ait plus peur de cette mondialisation qui pour vous n'est pas une menace mais peut-être une chance pour la justice sociale, on l'aura compris. Vous êtes donc un socialiste libéral. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Mathieu Castagnier pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. C'est Mathieu Castagnier qui pose la première question. Oui, monsieur Lamy, est-ce que vous estimez que le changement de gouvernement qui vient d'intervenir en France permet de repartir sur de nouvelles bases, ou est-ce que vous y voyez la poursuite d'une politique menée depuis l'élection de François Hollande et peut-être même d'ailleurs depuis un peu avant? Pascal Lamy. Oui, comme on dit au Burundi, on verra. Hein, Vieille sagesse africaine. Absolument, oui. J'y passe toujours pas mal de temps d'ailleurs. Non, je crois qu'il y a une inflexion, il y a un moment dans le cycle français qui consiste à changer le Premier ministre. C'est un des leviers d'expression d'un changement. Sur le plan de la ligne politique, je ne vois pas de différence majeure. L'idée, si j'ai bien compris, c'est de continuer cette inflexion, disons, dans une version un peu plus moderne de ce qu'est la social-démocratie aujourd'hui, mais disons avec des résultats qui viendraient peut-être un peu plus vite. Je pense que le dispositif n'a pas été conçu comme un changement de ligne, mais comme un changement de capacité à produire des résultats que les Français attendent avec, disons, une certaine impatience, comme l'ont montré le... Donc vous faites confiance à Manuel Valls et à son gouvernement, désormais au complet? Disons, je leur souhaite bonne chance et je ferai ce qu'il faut pour les aider, parce que ce sont mes amis et que je partage leurs valeurs, oui. Romain Mazneau, RCF. Alors le gouvernement continue de parler de sérieux budgétaire. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut assumer une politique d'austérité, dire clairement que voilà, on doit réduire de façon très importante les déficits et que ça passe par l'austérité? Pascal Lamy. Non, cette idée que réduire les déficits, ça s'appelle l'austérité, c'est bien français, ça. Hein, ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu un budget en équilibre. On a accumulé des déficits catastrophiques pour l'avenir de ce pays. Il faut rentrer dans les clous. On a pris des engagements européens, comme d'autres d'ailleurs, ensemble. Il faut revenir à quelque chose de normal. On ne peut pas continuer à accumuler des dettes, et en faisait ça sur les générations futures. Vous regrettez que la France demande à nouveau un délai alors qu'elle a déjà obtenu plusieurs délais de la part de Bruxelles? Vous regrettez ça? C'est une question à voir entre la France et les autorités communautaires, qui ne font d'ailleurs qu'appliquer des règles que la France s'est données à elle-même. Donc cette idée, je ne sais pas pourquoi il y a un espèce de bras de fer entre... C'est pas Bruxelles qui est responsable. Non, cette idée qu'il y a un bras de fer entre le gouvernement français et Bruxelles, c'est absurde. Je veux dire, on ne fait pas de bras de fer avec soi-même. La France a pris des engagements, comme les autres, en contrepartie d'engagements que les autres ont pris. Il y a des contrats, pacta sunt servanda. Mathieu Castagnier, La Croix. Vous aurez remarqué que le Premier ministre ne parle plus d'engagement de la France, mais d'objectif de réduction du déficit à 3%. Vous avez été commissaire européen, vous le seriez. Est-ce que vous diriez à la France, oui, prenez un peu de temps, vous avez raison, l'essentiel c'est que la trajectoire aille vers une diminution des déficits? Ou bien vous diriez, désolé, mais vous vous y êtes engagé, il y a des procédures de sanctions pour ceux qui ne respectent pas leurs engagements, nous entrons dans cette procédure-là? C'est un problème de crédibilité. Si à la 3e ou à la 4e ou à la 5e fois on demande des délais, on est moins crédible pour les obtenir. J'ai vécu ça quand j'étais commissaire européen. Un jour, il y a eu un débat de ce type, et le Premier ministre de l'époque en France, qui s'appelait M. Raffarin d'ailleurs, m'a vertement critiqué en disant de quoi se mêle ce bureaucrate de Bruxelles. J'ai simplement répondu, je dis ce que la Commission dit au nom des institutions européennes dont fait partie la République française. Donc ça n'est pas autre chose, c'est pas un autre endroit, c'est chez nous. C'est nous-mêmes. Absolument. Ouais. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Pardonnez ma question naïve, mais quelle est la logique économique qui préside au choix du 3% de déficit? Pourquoi 3, pas 4, pas 5, pas 7? Pascal Lamy. C'est tout simple. Ça a été fait à une époque où les taux nominaux de long terme étaient 5%. Nominaux.
pas réels, nominaux. Le nombre d'or, c'est pas 3%, c'est 60% de proportion de votre dette par rapport à votre PNB. Et si vous avez 60% de votre dette par rapport à votre PNB, qui est le maximum, disons, le canon de l'époque, multiplié par 5% de nos taux nominaux, ça donne 3% de déficit budgétaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle, dans les termes techniques, d'équilibre primaire. Votre déficit budgétaire ne sert qu'à payer les intérêts de votre dette, ce qui est assez raisonnable sur le moyen long terme. Alors qu'aujourd'hui, la France paye pour payer sa dette plus qu'elle ne paye pour l'éducation nationale, ce qui, reconnaissons, est quand même terrible. Et il y a un moment où les taux d'intérêt mondiaux et internationaux sont extrêmement bas. Mais ça, Pascal Lamy, vous l'avez expliqué à vos amis socialistes depuis longtemps. Vous ont-ils écouté? Mais écoutez, c'est pas une question de socialiste ou pas socialiste. Hein. J'étais avec Nicole Notat et Didier Migaud, membre de la commission Pébro, qui a, si je puis dire, produit le dernier gros diagnostic, a enfin commencé à faire bouger les choses. C'est 40 ans. Donc c'est pas la droite ou la gauche, c'est la droite et la gauche, parce que dans notre pays, on ne fait pas attention à l'avenir. Quand on dépense durablement plus que ce qu'on a, un jour, l'addition finit par s'être présentée. Il faut, pour dégager des marges de manœuvre consacrées à des choses importantes comme l'éducation et comme la recherche, retrouver de l'air, et plus on s'endette, plus on paie d'intérêt, plus on s'étrangle. Ça doit avoir une fin à un moment. Mathieu Castagnier-Lacroix. Alors pour juguler cette dette qui approche 2000 milliards et 100% du PIB, le gouvernement s'est engagé à réduire les dépenses pour contenir le déficit. 50 milliards d'ici 3 ans, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est forcément douloureux? Vous citez dans votre livre le modèle suédois et vous dites, si je m'amuse, que les effectifs de la fonction publique ont diminué drastiquement. Est-ce que ça vous semble envisageable en France? Pascal Lamy. C'est sûr que c'est pas facile de faire 50 milliards d'économies dans la dépense publique au sens large. Hein. Il y a le budget de l'État, il y a les systèmes sociaux, il y a toutes les collectivités locales. Sur 1200 milliards de dépenses publiques, en gros. Mais je pense que c'est parfaitement faisable à 2 conditions. 1, c'est plus des économies de bout de chandelle. C'est comme dans une entreprise, vous pouvez toujours réduire les frais généraux de 5%, une fois, 2 fois. Après, on est à l'os et il faut faire de la réforme. Donc, première condition, il faut faire de la réforme, ce qu'on appelle en jargon technique du re-engineering, du reprocessing. Bon, on doit continuer à travailler, ouais. Mais on doit le faire différemment, de manière plus productive, de manière à baisser, en gros, les 5% de frais généraux que la France a en trop par rapport à son PNB. Et puis la deuxième, c'est d'expliquer pourquoi, si on fait ça, les Français vivront mieux. Expliquer comment et pourquoi, si cet effort collectif est fait, ça va bénéficier à tout le monde. Pourquoi ça va être meilleur pour l'éducation des enfants, pourquoi ça va être meilleur pour la santé, pourquoi ça va être meilleur pour les services publics. Clairement, c'est pas perçu en ce moment. Je ne vous le fais pas dire, mais vous me demandez si c'est faisable. Ma réponse, c'est oui, à certaines conditions. Je cite souvent l'exemple du Canada, qui avait des finances publiques dans un état épouvantable. J'en ai discuté de temps en temps avec Jean Chrétien et avec son ministre des Finances, Paul Martin, à l'époque. Ils m'ont dit avoir passé l'essentiel du temps à trouver le narratif. Le narratif, c'est-à-dire l'explication. L'explication. Et ils ont trouvé un narratif qui était « Le Canada a besoin d'argent pour la santé, il faut trouver de l'argent pour la santé ». Ils n'ont pas fait des théorie sur le fait que l'équilibre budgétaire c'est bien, pas bien, M. Keynes, M. Hayek, ils n'ont pas fait de débat entre des économistes, ils ont dit on a besoin d'argent pour la santé, il faut le trouver, et ça a marché. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Où l'État est-il inutile aujourd'hui? Pascal Lamy. Il n'est pas inutile, il est trop gros, trop lourd, il fonctionne mal, et pour l'argent qu'on y met, il produit des résultats insuffisants. Exemple, l'éducation nationale, hein, si on compare la France à ses voisins ou à des pays comparables, on met proportionnellement plus d'argent et on a des résultats qui sont proportionnellement moins bons. Donc c'est une affaire d'organisation, c'est une affaire de motivation, c'est exactement comme une entreprise. Alors comment feriez-vous pour l'éducation nationale? Il faut casser le monopole, privatiser les établissements? Je ne suis pas assez spécialiste de ces questions et
y compris dans ce petit livre, bien pris le soin de ne pas proposer de programme de gouvernement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur mes intentions. Donc c'est des choses que je connais et des choses que je ne connais pas. Il y a un moment, il faut y aller. Je constate... J'y suis depuis un moment. J'ai choisi de servir la chose publique. Quand j'étais petit, je l'ai fait de diverses manières, je n'ai pas le sentiment, mais je pense aussi qu'il y a manière de participer au débat public sans forcément avoir un portefeuille ministériel, une voiture et un chauffeur. Il y a des tas de moyens, je crois, de participer à la vie de la nation, de l'Europe, de ce monde. Mais juste sur l'éducation nationale, juste une piste qui est effectivement au cœur des préoccupations des Français, l'avenir des enfants. Souvent, ça se passe par un système D pour trouver les bons établissements. L'égalité, c'est souvent juste un principe. Qu'est-ce que vous feriez pour mettre à flot le système? Je m'intéresserais, j'aurais comme principe, comme stratégie, de faire en sorte que l'éducation nationale réduise les inégalités, comme elle les réduisait de mon temps. Quand j'étais petit... Quand j'étais au lycée, à l'école publique... Vous regrettez l'âge d'or? Non? Je ne regrette pas l'âge d'or, parce qu'il y a des tas de progrès qui ont été faits depuis. Mais c'est ça le problème principal. Du point de vue de mes valeurs, l'éducation nationale doit servir à réduire les inégalités. Or, on a égalité sur tous les frontispices de toutes les mairies, et on a un système qui ne produit plus d'égalité. Aujourd'hui, l'éducation nationale, contrairement à ce qui se passait dans le passé, n'est plus un réducteur d'égalité. Comme disait Badinter, la France, c'est la patrie des droits de l'homme. Non, la France, c'est la patrie de la déclaration des droits de l'homme. Hein, la France, c'est la patrie de l'égalité, oui, c'est la patrie de la déclaration de l'égalité. Et puis après, dans les faits, on voit bien que notre société est en train de devenir de plus en plus inégalitaire, l'accès à l'éducation, au logement, à la culture, la ségrégation. Ça, c'est vraiment un problème d'éducation nationale. Romain Mazenou, RCF. Vous parliez des réformes à faire. Il y a la réforme territoriale, là, avec la division par deux, peut-être, du nombre de régions, la suppression, on dit, des conseils départementaux d'ici 2021. Beaucoup de gouvernements y ont songé et s'y sont cassés les dents. Alors, comment on peut faire? Comment on peut faire avec la résistance des élus locaux? Est-ce que vous avez une solution? Je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire. Je constate comme vous qu'on l'a dit depuis longtemps et qu'on ne l'a pas fait, c'est donc qu'il y a des résistances. Elles sont probablement dans le fait que, si vous voulez, dans la classe politique française, dans les partis français, les partis politiques français, la moitié sont des élus et l'autre moitié, c'est des gens qui attendent d'être élus. Donc il y a un énorme poids, il y a un nombre considérable de ces mandats, beaucoup trop, qu'on cumule, ne serait-ce d'ailleurs parce que très souvent ils sont mal rémunérés et donc pour vivre, il faut les cumuler. Le président de la République a dit dans sa campagne électorale qu'il faudrait mettre fin au cumul des mandats. Il faut commencer par ça. Simplement pour ça, il faut de l'énergie politique, il faut que l'opinion fasse pression. Moi, j'ai jamais vu les gens défiler dans la rue en disant « fin au cumul des mandats, fin au cumul des mandats ». Je le regrette. Ils ne vont pas non plus descendre dans la rue pour la suppression des départements. Au contraire. Oui, mais ou de leur petite commune. Il faut énormément d'énergie politique pour faire ça. De temps en temps, les gouvernements ont du capital politique à dépenser. De temps en temps, ils n'en ont pas. C'est d'ailleurs beaucoup plus difficile maintenant que ça l'était il y a 20 ou 30 ans pour des raisons qui ne sont pas mauvaises, de mon point de vue. Mais si vous voulez, il faut que les citoyens, quand le pouvoir, surtout dans un pays comme la France, où énormément de choses dépendent de l'État, du pouvoir étatique... Plus qu'ailleurs. Bien sûr, beaucoup plus qu'ailleurs. Il faut aussi que les citoyens, s'ils pensent que c'est la bonne manière de réduire les dépenses publiques pour que leur vie aille mieux, il faut qu'ils s'en occupent aussi. Mathieu Castagnier, vous parlez pas des expériences, mais des réussites qui ont été menées au Canada ou en Suède sur la réduction des déficits. Dans votre livre, vous évoquez la réduction du nombre des communes qui a eu lieu dans tous les pays, sauf en France. Comment expliquez-vous qu'on ait tant de mal à réformer en France? Pascal Lamy. Ça, c'est un peu la thèse centrale de ce petit livre. Et j'y ai beaucoup réfléchi, parce que c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. Moi, j'ai passé 30 ans à bourlinguer sur cette planète. Je suis français, c'est mon pays, je l'aime. Il va mal, et je me demande, par comparaison, pourquoi? C'est exactement votre question.
Et en réfléchissant bien, j'en suis arrivé à la conclusion que l'origine de cette énorme difficulté à faire des réformes qu'on doit faire est dans le regard que les Français portent sur le monde qui les entoure. Ils en ont peur? Ils en ont peur. Pascal Lamy. C'est un cauchemar. Pour les Français. Ils pensent, et on leur dit régulièrement, depuis 30 ans, que la France est entourée d'un monde de catastrophes, qui ne va pas tarder à mettre à mal ce qui reste d'identité, de d'exception culture. française. Voilà. Et je pense qu'aussi longtemps qu'on a cet état d'esprit qui est très, très, très spécifique à la France. Ça devrait pousser à réagir, au contraire, plutôt qu'à poursuivre et à rester dans le statu quo. Ça devrait pousser à réagir, mais la réaction des Français, c'est faudrait que les autres réagissent. Faudrait qu'ils soient comme nous? Voilà, on voit bien dans le discours public, et c'est pas à droite comme à gauche, c'est pareil. Prenez le discours de M. Sarkozy à Cannes là, il y a quelques années. C'était une diatribe contre le monde tel qu'il fonctionne. Et je ne dis pas que notre monde est un monde qui va très bien. Bon, enfin, on ne peut pas toujours dire c'est la faute de la Chine, c'est la faute des Allemands, c'est la faute de Bruxelles, c'est la faute des immigrés, c'est la faute des Arabes, c'est toujours la faute des autres. Bon. Et ça, en France, les réformes ne sont pas plus difficiles à faire qu'ailleurs, sauf que la barre de la réforme est toujours plus haute, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour dire cette réforme, en réalité, c'est pour nous adapter à cette mondialisation que nous n'aimons pas, qui est injuste, et je ne dis pas qu'elle est toujours juste, loin de là, mais je veux dire, je pense que c'est ça, et qu'aussi longtemps qu'on ne change pas ce regard, c'est pour ça que j'ai pris ce titre, quand la France s'éveillera, quand elle sortira de ce cauchemar, quand elle acceptera de se confronter à la réalité telle qu'elle est, quand elle retrouvera alors ce qui fait une partie de sa spécificité, c'est-à-dire une ambition pour le monde, et je crédite mon pays d'avoir une ambition pour le monde, je pense. Pas du tout de ceux qui disent les Français sont arrogants, qu'est-ce que c'est que cette universalité permanente dans leur culture, dans leur discours. Je réclame de l'universalisme, pour des tas de raisons. Je pense qu'il n'y a pas assez de pays sur cette planète qui veulent lui donner un sens, qui ont un jugement sur le sens général du point de vue des valeurs. Bien. Simplement, si c'est le cas, et si l'on trouve que cette mondialisation n'est pas assez juste, alors on ne lui tourne pas le dos. On se donne les moyens de peser sur le cours de cette mondialisation, on rentre dans l'histoire, on a tout à fait les moyens de faire ça, et on cesse de cauchemarder. Très bien, on va revenir sur toutes ces questions qui sont évidemment vitales. Je rappelle que notre invité est aujourd'hui Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Vous restez avec nous, nous nous retrouvons dans quelques instants. Merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Pascal Lamy, qui publie aux éditions Odile Jacob un livre intitulé « Quand la France s'éveillera ». Il est interrogé dans cette édition par Mathieu Castagnier pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Vous parliez de la peur des Français vis-à-vis de la mondialisation. Comment convaincre finalement que la mondialisation peut être autre chose qu'une adaptation au système néolibéral anglo-saxon? C'est pas seulement cela, la mondialisation. Pascal Lamy, convainquez-nous. Vous venez de donner une définition bien française. Il y a du néo, il y a du libéral, il y a de l'anglo-saxon. Il y a tout ce qui ne va pas, quoi. On est sûr. À la poubelle. Donc, alors c'est quoi pour vous la mondialisation heureuse, la bonne mondialisation, c'est quoi? Je n'ai jamais dit, jamais, depuis que je baigne dans ces questions, que la mondialisation était heureuse. Et là, c'est bon côté. Positifs et des côtés négatifs. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Elle a ses bons côtés, parce qu'elle a quand même sorti des centaines de millions d'humains de la pauvreté, ce qui, quand on s'intéresse aux questions de justice sociale, ça compte quand même. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. C'est un très grand succès. Ça se fait au prix d'inégalités, qui pour l'instant, c'est vrai, sont en croissance à l'intérieur des pays. Ça se fait au prix d'une pression sur les ressources naturelles qui n'est pas durable. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Regardons les bons côtés et les mauvais côtés, essayons de la rééquilibrer, mais pour ça, il faut rentrer dedans. Il ne faut pas lui tourner le dos, il ne faut pas le nier. C'est ce que vous expliquez à Alain Montebourg, Pascal Lamy?
Arnaud pardon. Montebourg est un ministre. Je respecte le gouvernement de mon pays. C'est un secret pour personne que sur ce point, nous ne sommes pas d'accord. Il a une thèse qu'il faut démondialiser. Je pense que, ça n'arrivera pas, parce que le moteur essentiel de cette mondialisation, c'est la technologie, qui écrase les distances dans tous les domaines. Et la technologie ne revient pas en arrière. Et je trouve, accessoirement, que ça ne serait pas une bonne idée. Il y a moyen, et je l'ai fait de temps en temps, et puis de temps en temps j'ai essayé et j'y suis pas arrivé, quand il s'est agi de faciliter l'accès aux médicaments génériques pour les pays les plus pauvres, qui était un vrai problème de structure de l'économie mondiale, on a fini par y arriver. Bon, donc c'est pas impossible. Il y a d'autres cas où j'ai essayé, où je ne suis pas arrivé. Mais il faut rentrer dans le problème, il faut le prendre à bras-le-corps, il faut le comprendre, en saisir les logiques, les courants, les forces, les vents, essayer de se positionner. Il faut faire du judo avec la mondialisation ? Et bien sûr, oui. Comme on doit le faire tous les jours avec la réalité, à condition de partir du principe que la France peut le faire. Qu'elle a des atouts. Qu'elle a des atouts, et elle en a des atouts. Il y a des tas de preuves, des succès français à l'international. Et encore une fois, j'ai parcouru cette planète pendant suffisamment de temps. Pour ne prendre qu'un exemple, la marque France, l'image France, a un poids énorme sur cette planète. Au nom de la France, avec le mot France sur votre produit, votre casquette, votre... S'il fallait investir pour créer la marque France, il faudrait dépenser des centaines de milliards de dollars. C'est une très grande force. Vous êtes presque d'accord avec Arnaud Montebourg. Il n'y a plus de France, c'est la zone française de l'Union européenne. Non, mais là, je parle de la marque. Je parle du label. L'image. Label, oui, mais... La marque France, si on parle au nom de la France, si on parle de la France, dans le monde... Ça s'identifie beaucoup mieux, beaucoup plus vite que beaucoup de pays de taille comparable à la nôtre, c'est-à-dire finalement... Mais quand vous allez dans le monde, Pascal Lamy, dans les congrès internationaux, vous parlez français ou vous parlez anglais ? Je parle français ou anglais, selon ce que souhaite mon auditoire, l'essentiel étant de se faire comprendre. Ça compte, ça, ou pas ? De parler sa propre langue, de s'annoncer dans sa propre langue, quand on va en Chine, par exemple ? Parce que Lionel Jospin a parlé anglais en Chine. Je veux bien parler français en Chine, si les Chinois comprennent ce que je dis. Quand vous parlez, en général, c'est aussi pour essayer de faire comprendre ce que vous voulez dire à vos interlocuteurs. Bon. Et si vous voulez, l'anglais est la langue vernaculaire de cette planète. Je ne suis pas sûr d'ailleurs, et quand j'en discute avec mes amis anglais, c'est ce qu'ils me disent, que ce soit une très bonne chose pour la valeur, l'identité de leur langue, qui est en train, au fond, petit à petit, de rétrécir. Donc, bon, tout ça n'est pas si simple. C'est en français que Mathieu Castagnier va vous poser une question pour la Croix. Je vous ramène sur le terrain économique, si vous voulez bien. La France, mais l'ensemble de la zone euro même, semble menacée par un risque de déflation, c'est-à-dire une baisse des prix qui paralyserait un peu l'activité, empêcherait l'investissement et on conduirait dans un cercle dont on ne maîtrise pas bien les effets. Est-ce que ça vous semble une vraie crainte ? Pascal Lamy. C'est pas l'essentiel, mais ça fait partie du problème. L'essentiel, à mon sens, c'est que l'Europe est partie sur un sentier de croissance, comme disent les économistes, très insuffisant pour les 5 ou 10 ans à venir. En gros, les projections, quand on fait des projections à moyen long terme, l'Europe, c'est 1,5% de croissance dans les 5 à 10 ans à venir. Les États-Unis sont à 3. Les pays émergents sont quelque part entre 6 et 7. Donc, l'Europe, si elle ne réagit pas, va se traîner. Et c'est plus grave qu'ailleurs, parce que le modèle économique européen est aussi un modèle social. L'Europe, c'est, comme c'est dit d'ailleurs dans ce qui nous sert de constitution, les traités européens, c'est une économie sociale de marché, dans lequel l'économique et le social sont imbriqués. Et ma thèse, mon expérience et mon jugement pour ce qu'il vaut, c'est qu'en gros, à moins de 2%, on entame le modèle social, et à plus de 2%, on le développe. Donc pour l'instant, c'est trop faible. Et pour l'instant, c'est trop faible. Comme le dit souvent d'ailleurs la chancelière allemande, l'Europe, c'est 7% de la population mondiale, 20% de l'économie mondiale et 50% des dépenses de sécurité sociale dans le monde. Bon, c'est ça notre identité. C'est quelque chose qui nous distingue
du modèle américain, très libertaire et très inégalitaire, du modèle asiatique plus égalitaire mais très peu libertaire. Nous, on est entre les deux. On a des libertés, on a une économie de marché et on a des systèmes de sécurité sociale au sens large qui sont notre identité. Bon, et pour ça, il faut de la croissance. Et pour faire de la croissance, c'est-à-dire pour remonter en quelque sorte le potentiel de 1 à 2, ce qui doublé quand même, il faut faire des réformes, il faut utiliser le levier européen là où il est un gisement de croissance, et il y a des tas d'endroits où l'échelle européenne, la taille de l'Europe, le fait qu'on soit 500 millions de consommateurs, d'utilisateurs, d'infrastructures en matière d'énergie, de recherche, de services. En matière de services, on sait très bien que l'Europe n'est pas efficace en matière de services. Pourquoi ? Parce que l'unification européenne n'est pas faite dans ces domaines. Donc il y a des gisements. Il faut crocher dedans. Mathieu Castagnier, la Banque Centrale Européenne a comme mission presque principale, prioritaire, unique, même disent parfois certains, de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'inflation. Est-ce que là, elle n'a pas été trop loin ? Est-ce qu'elle n'est pas trop restrictive ? Parce qu'on a une inflation qui est en gros autour de 1%, ce qui est extrêmement faible. Est-ce qu'elle doit desserrer les taux, remettre des liquidités dans le système pour doper cette croissance dont on a besoin ? Pascal, c'est ce qu'elle fait. La Banque Centrale Européenne a une mission qui lui a été donnée par les traités, que nous avons tous ratifiés au moment où elle a été créée. Elle a un objectif qui est d'assurer la stabilité des prix. Bon. C'est un choix qui a été fait à l'époque. On aurait pu mettre d'autres objectifs. La Banque fédérale américaine a d'autres objectifs en matière d'emploi. Dans le cas de la Banque centrale, c'est cela. Bon. Elle a mené, pendant la crise de l'euro, une politique nettement plus active que ce que sa programmation, son software, que lui avaient donné les traités et les gouvernements, permettait. Et le président de la Banque Centrale Européenne a dit, on ne peut plus clairement, que la Banque Centrale ferait ce qu'il faut. Bon. Donc, il y a effectivement, parce que la croissance est basse, le niveau d'inflation que nous avons peut-être inquiétant, mais je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de la Banque centrale. Elle fait une politique monétaire extrêmement accommodante. Les taux d'intérêt interbancaires, si vous allez à la Banque centrale européenne, vous empruntez à quasiment zéro. Bon, c'est pas tout à fait ce qui vous arrive si vous achetez un logement, parce que la banque prend sa marge, ne serait-ce que pour se refaire des gadins qu'ils ont pris, et ça a été le cas partout en Europe. Mais disons, je ne pense pas qu'elle puisse aller beaucoup plus loin. Ça n'est pas à elle de faire le marché intérieur des services. Ça, c'est à la Commission européenne de le proposer et aux deux chambres, celle des États qui est le Conseil européen et celle des peuples qui est le Parlement européen, de le décider. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je crois qu'il faut s'intéresser d'un peu plus près à ce qui se passe à l'intérieur de ces institutions européennes. On va avoir une occasion de le faire avec les élections européennes dans un peu plus d'un mois. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Il y a en ce moment le traité transatlantique qui se discute entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se négocie en notre nom précisément entre ces deux parties du globe ? Pascal Lamy. Oui, bien, si vous allez sur le site de Notre Europe Institut Jacques Delors, vous allez trouver le mandat de négociation en clair. Donc c'est accessible, il faut chercher, mais on peut tout à fait le trouver. Ce qui se négocie, c'est un projet qui consiste à éliminer l'essentiel des obstacles qui aujourd'hui limitent les échanges entre les États-Unis et l'Europe. Parce que l'idée est que si les États-Unis font un peu mieux un certain nombre de choses que nous et que nous faisons un certain nombre de choses mieux que les États-Unis, ce qui est le cas, on a intérêt à augmenter l'échange. Quelle est la nature des obstacles à franchir ? Ce sont aujourd'hui, en transatlantique, des questions essentiellement de normes, de standards. C'est le maximum de résidus de pesticides dans les fleurs coupées, c'est la taille des pare-chocs des voitures, c'est la sécurité des briquets, des jouets, la protection des données privées, les hormones, combien d'hormones ou d'OGM on met dans la fabrication des aliments. Bon. Donc toutes ces questions sont sur la table. Ça prendra beaucoup de temps, parce que ce sont des questions très compliquées.
c'est la Commission qui a un mandat de négociation. Elle a obtenu ce mandat de négociation du Conseil des États et du Parlement européen. Le Conseil des États et le Parlement européen surveillent la négociation. La Commission rendait compte à la fois au comité compétent du Parlement européen et au comité compétent du Conseil. C'est une structure, disons, institutionnelle qui présente les garanties démocratiques. Mais en fait, le pouvoir, il est là. Concrètement, le pouvoir, il est là. Dans la négociation. Non, mais le pouvoir, que peut un Manuel Valls face à l'ensemble des négociations qui se jouent? Ce n'est pas une découverte. Oui, non, mais je ne dis pas le contraire. La politique commerciale c'est bien de le dire. A été fédéralisée en 1957 quand on a signé le traité de Rome. Donc c'est pas 1977, 97, c'est pas 2007, c'est 1957. Hein, ça fait depuis tout ce temps-là, parce qu'à l'époque, le marché commun s'est créé comme une union douanière, que la politique commerciale de l'Union se décide à la majorité qualifiée. Je le sais, j'ai été commissaire européen pendant 5 ans. Bon. Mais je veux dire, ce qui est étrange, c'est que ce soit encore étrange. Il y a beaucoup de choses qui sont étranges dans l'Europe aujourd'hui. Ça va bientôt faire 60 ans qu'on travaille comme ça. Il y a un volet de ce traité transatlantique qui consiste à créer une sorte de juridiction supranationale pour que les multinationales qui se verraient lésées dans leurs intérêts puissent porter plainte et demander des dommages à intérêts aux contribuables si jamais elles estimaient qu'il y avait des dispositions qui allaient contre leurs intérêts dans les États où elles officient. Alors il y a déjà des cas de dommages à intérêts faramineux qui ont été demandés aux États-Unis ou au Canada, je crois, sur la question du gaz de schiste ou sur la question de la lutte contre le tabagisme. Est-ce que, vous qui avez été à l'OMC, sachant que nous, on ne peut pas saisir l'OMC directement... Bien sûr que si, vous pouvez. C'est au nom, on est obligé de passer par l'échelon européen. Ah bah oui, mais encore une fois, voilà. Cette manière de dire « nous, c'est pas l'Europe et l'Europe, c'est pas nous », ça me renverse. L'Europe, c'est vous. Alors, sur ce point, simplement, le fait qu'une entreprise puisse demander des dommages d'intérêt à un État, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dans la tradition juridique américaine, ça n'est pas dans la tradition juridique européenne, et donc c'est un sujet de négociation qui est sur la table. Vous êtes pour ça ou pas? Écoutez, moi je ne suis pas là pour porter des jugements. Surtout, un peu quand même. Non, écoutez, ma parole en matière de questions commerciales internationales peut avoir un certain poids et l'utilise avec parcimonie, d'autant plus que je suis sorti de ces responsabilités il y a à peine 6 mois et que, disons, j'ai l'habitude, comme chez moi, on comprend votre prudence, de respecter un délai de veuvage d'1 an. Pendant 1 an, on se comporte correctement. Après, on verra. Non, c'est un sujet. Il est évident que la société civile européenne, ou certains mouvements de la société civile européenne, regardent ça avec attention. C'est dans la négociation. Le jour venu, quand la négociation sera terminée, et c'est pas demain la veille, croyez-moi, il faudra regarder ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pas bon, on portera un jugement, et à ce moment-là, et le Conseil européen et le Parlement européen seront appelés à accepter, à ratifier ou non cet accord. Encore une fois, c'est pas demain la veille. Nous serons attentifs à ce rendez-vous. Merci Pascal Lamy. Nous marquons une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Et dans quelques instants, vous retrouverez donc notre invité, Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec Pascal Lamy, directeur général de l'OMC. Je rappelle que Pascal Lamy vient de publier un livre qui s'intitule « Quand la France s'éveillera » aux éditions Odile Jacob. Il est interrogé par Mathieu Castagnier pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose sa question. Juste avant de parler des élections européennes, je voulais simplement revenir un petit peu à l'ambiance qui se dégage dans cette émission depuis que l'on parle avec vous. J'ai l'impression que vous prenez un peu à revers la culture dans laquelle vous avez été formé. Vous avez travaillé dans des institutions publiques, vous êtes passé par les grands corps de l'État, et vous nous dites aujourd'hui en fait que l'État, il faut rétrécir, grosso modo, il faut quand même rétrécir. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une... Vous êtes socialiste, mais en fait, cette idéologie de l'État, elle tient en grande partie aussi à l'idéologie issue de la Révolution, qui a voulu diviniser l'État. En France, bien sûr. Voilà. Donc normalement, vous vous rattachez quand même un peu à cette idéologie. Ce que vous avez dit sur l'éducation nationale aussi. L'éducation nationale, c'est un peu le clergé de la République, c'est un peu le clergé de l'idéologie issue de la Révolution. On a l'impression que vous êtes constamment à rebours par rapport à ce que vous devriez défendre dans votre camp en France. Lamy. Si vous partez du principe que
les choses ont été fixées à un moment donné et qu'il s'agit de ne pas les changer, vous avez totalement raison. Je n'ai pas la même idée sur un certain nombre de sujets que celle que j'avais à 27 ans. Oui. Et j'étais déjà au Parti socialiste à l'époque. Le monde a complètement changé, les problèmes ont complètement changé, les gens ont complètement changé. On ne peut pas toujours rester les deux pieds dans les mêmes convictions. Hein, je pense que la puissance publique a son rôle à jouer dans les sociétés. Et de ce point de vue-là, je suis très loin de ce que pensent des républicains américains, par exemple. Je me sens, et je le dis dans ce livre, je me sens en harmonie avec 95% des sociodémocrates sur cette planète, hein, des mouvements progressistes. Bon, il y a des spécificités françaises. J'essaie de faire en sorte qu'on sorte de la proclamation et qu'on regarde la réalité. Et ça, c'est vrai que notre pays a un problème avec la réalité. Je ne suis pas le seul à le dire. Et donc, j'ai vécu, j'ai quelques années de plus que quand j'en avais 27. Le monde a changé, je l'ai regardé. J'ai eu cette formidable chance de pouvoir regarder ça de tous les angles. Et je pense que nous devons changer un certain nombre de nos tabous. Pardon, Mathieu Castagnier-Lacroix. Parmi ce qui a beaucoup changé dans le monde, il y a la construction européenne. Donc je vous ramène sur les élections européennes. Est-ce que vous entendez, vous, dans le débat qui commence, des gens qui défendent l'Europe telle qu'elle est? On entend beaucoup de gens qui disent qu'ils ne veulent pas de l'Europe, des gens qui disent qu'ils veulent une autre Europe. On n'a pas un avocat de la construction européenne telle qu'elle est perçue par les Français aujourd'hui. C'est vrai. Si est-ce que ça vous inquiète? Bien sûr. J'ai consacré 15 ans de ma vie à la construction européenne, avec Delors. Évidemment, ça m'inquiète. Mais je pars d'une réalité politique qui est que l'Europe, il y avait 60% des Français qui étaient pour il y a 10 ans, maintenant il n'y en a plus que 30. Donc il y a un problème, il y a une crise, il y a un vrai problème. Et il faut traiter ce vrai problème. Et dans ce petit livre, j'essaie d'identifier, disons, les raisons pour lesquelles cette situation politique est là. Il y a bien entendu beaucoup de la crise là-dedans, hein, parce qu'on a souvent donné l'impression aux Français, les dirigeants français ont souvent donné l'impression aux Français que l'Europe, c'était le bouclier qui allait nous éviter toute crise. Alors forcément, si on dit ça, le jour où la crise revient, c'est l'Europe qui prend la balle. Hein. L'Europe n'est pas un bouclier. Voilà, mais l'Europe n'est pas un bouclier. L'Europe, c'est un instrument d'influence des pays européens au nom de leurs valeurs dans un monde qui en a besoin. Donc il y a une vraie crise européenne. Il est évident que compte tenu du contexte politique et du moment de la crise et du cycle politique, les partis anti-européens, et pas seulement en France, vont faire des sièges supplémentaires. Il y a 120, 130 eurosceptiques au Parlement européen aujourd'hui, il y en aura 200. Il y a à peu près 800 parlementaires européens, ça ne fera pas la majorité, loin de là. Donc c'est pas si grave, c'est ça ? Ça pourra être interprété, et ça va être interprété nationalement comme un signe de protestation de plus et que les gens ne sont pas contents, et ce sera le cas en France, en Angleterre, en Hongrie, en Italie peut-être. Bon, mais ça ne changera pas le fait que les 4 grands partis européens, hein, que sont les sociodémocrates, les chrétiens-démocrates, les libéraux et les verts, continueront à constituer une majorité pro-européenne au Parlement européen. Il faudra peut-être des coalitions. La coalition et ça, nos compatriotes ont parfois du mal à le comprendre, parce qu'on leur a expliqué pendant tellement d'années qu'un régime parlementaire, c'était pourri, que ça marchait pas. C'était la 4e République. Voilà. Bon. Mais le modèle dominant de la vie politique en Europe, ce sont des coalitions. Donc il va falloir faire des coalitions. Et les élections au Parlement européen, elles servent à établir les rapports de force entre ces coalitions. S'il y a plus de sociodémocrates qu'il y a de chrétiens-démocrates, ou plus de chrétiens-démocrates, ça changera la proportion des actions qui sont menées au niveau européen. Et donc, il y a un vrai enjeu politique. Romain Masneau, RCF. Quelle doit être la ligne politique du Parti socialiste sur ces élections européennes? Régulièrement, on entend le refrain de l'Europe sociale, c'est un slogan comme ça, mais est-ce que pour vous, comment donner cher à ce mot, à ce slogan Europe sociale? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est crédible? Pascal Lamy. Il y a une dimension sociale dans la construction européenne, mais cette idée
spécifiquement française que l'Europe, c'est la France XXL, ça ne marche pas. Si vous avez expliqué ça aux Danois, ils vont dire, nous, l'Europe sociale, on en veut le moins possible, parce qu'on a un bon système social, et s'il faut qu'on partage tout, à la fin du fin, il sera moins bon. Il faut tenir compte, il y a des différences nationales considérables. Il y a un champ pour le social en Europe. Exemple, le programme qui a été lancé à la fin de l'année dernière, qui consiste à mettre 6 milliards d'euros pour favoriser des programmes d'apprentissage, où on donne à des gamins qui sortent sans qualification du système scolaire la garantie d'une formation, en essayant d'étendre un peu ce système d'apprentissage qui marche très bien dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, qui ne marche pas bien chez nous. Si on fait ça au niveau européen, ça va peut-être mieux marcher que si on le fait chacun individuellement. Mais il reste qu'en matière sociale, les institutions, les pratiques, les niveaux sont très très largement. Mais selon qu'il y a une majorité au Parlement européen, social-démocrate ou PPE, conservatrice, il y aura vraiment une différence dans la politique qui sera menée. Il y aura une différence, comme, écoutez, prenons le cas de l'Allemagne. Avant, il y avait un gouvernement chrétien-démocrate, il y a eu des élections, ça a résulté dans une coalition entre les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates. Là, c'est au niveau national. Le gouvernement précédent, oui, mais c'est pareil. Le gouvernement précédent ne voulait pas de salaire minimum. Les sociaux-démocrates ont obtenu le principe d'un salaire minimum, pas à la française, mais bon, ils ont obtenu le principe d'un salaire minimum. Si on veut qu'il y ait une loi européenne qui dise dans chaque pays européen, il y aura un salaire minimum, pas forcément le même, il y aura un salaire minimum. Vous n'obtiendrez pas ça avec une majorité de droite au Parlement européen, vous l'obtiendrez avec une majorité de gauche, de centre-droite ou de centre-gauche. Mathieu Castagnier-Lacroix. Je suis désolé, mais vous nous tendez la perche. Vous parlez de salaire minimum, de l'instauration d'un salaire minimum. Il y en a un en France, et pourtant vous voulez y déroger pour des nouveaux emplois. Vous avez parlé d'emplois payés en dessous du SMIC, ce qui a provoqué un certain émoi chez vos amis socialistes. Est-ce que vous maintenez votre proposition? Je sais, c'est une manière de dire que de temps en temps, il faut mettre les tabous au bon endroit. Il y en a pour qui le tabou, c'est le SMIC. Pour moi, le tabou, c'est 11% de chômage. Ça, c'est gravissime. C'est ça le plus grave. Et on ne reviendra pas, à mon avis, sur des niveaux raisonnables de chômage, comme par exemple ce qu'il y a en Allemagne ou en Suisse, 5%, 4%, 3%, sans des réformes du marché du travail. Et je sais bien que c'est un tabou. Mais de temps en temps, il faut revenir à quel est l'objectif. Quand on a fait, avec Delors, la désindexation des salaires par rapport au prix, dans l'année 82-83, on est revenu sur ce qui était considéré comme une conquête sociale. L'indexation des salaires sur les prix, c'était une victoire syndicale. Simplement, ça entretenait l'inflation. Bon, il a fallu expliquer pourquoi, comment, et c'est là, vous voulez qu'un gars comme Delors avait une capacité narrative formidable, parce qu'il a réussi à expliquer, c'est quand même pas simple, que si on arrêtait, alors finalement... Il était lui-même issu du monde syndical, il avait une légitimité. Bien, il avait sûrement une légitimité et une pratique. Voilà. Mais je pense qu'on en est là sur cette question de l'emploi des jeunes. Et je sais bien que c'est provocant, mais d'un autre côté, je suis libre, je ne parle au nom de personne, je n'engage personne en disant ça. Si ça provoque un peu de débat, et si, au résultat de tout ça, des gamins qui sortent sans qualification, et qui 2 ans après n'ont pas de boulot, peuvent en avoir un et rentrer dans le marché du travail, eh ben, je serai le plus heureux des hommes. C'est aussi simple que ça. Chacun doit prendre ses responsabilités. Je les prends au modeste endroit qui est le mien. Je regarde ce qui se passe ailleurs. L'apprentissage, ça marche. Donc, faisons-le. Louis Dauphren. Ailleurs, au Bangladesh, on est payé $1 par jour. Alors, le Bangladesh... Et avec une productivité... on peut aller vers ça. Avec une... Non, mais non. La pression des salaires à la baisse, vous avez l'air de dire que c'est finalement inéluctable. Non, Pascal non et non. Alors. Il y a des tas de domaines de combien augmentent les salaires en Chine en ce moment dans les industries de main-d'œuvre? Entre 15 et 20% par an. Par an, pas par décennie. 15 et 20% par an. Les salaires, ils vont augmenter dans les pays émergents, ils augmentent. Et n'oublions pas quand même qu'il faut de temps en temps les corriger de la productivité, parce que si vous êtes payé 5 fois moins que moi, mais que je suis 5 fois plus productif que vous, on est à égalité.
Donc il y a tout ça. Mais dans l'ensemble, et je ne dis pas que ça se fait automatiquement, quand j'étais à l'OMC, j'ai essayé de travailler avec l'Organisation internationale du travail sur les questions de normes sociales fondamentales. Donc il y a des choses à faire, mais il n'y a pas une malédiction de la baisse des salaires et de la protection sociale. Elle augmente dans les pays émergents. Ils ont constitué un capital qu'ils dépensent maintenant. Ça me paraît assez normal. Mais cette idée que la mondialisation, c'est toujours la course au moins-disant, ça n'est pas exact. Mais une phrase que j'ai déjà citée ici, Raymond Lévy qui disait « La mondialisation, ça consiste à donner aux ouvriers français le salaire des ouvriers chinois et aux patrons français le salaire des patrons américains ». Eh bien, ça prouve que les ingénieurs des mines peuvent se tromper. D'ailleurs, je n'ai jamais douté. Cette distorsion-là. Romain Masneau, une dernière question. L'Afrique représente, je crois, 2,5% des échanges commerciaux. Comment faire en sorte que ce continent profite davantage de la mondialisation ? Il est en train de commencer à en profiter. On a des taux de croissance en Afrique maintenant de 5 ou 6%. D'ailleurs, pas tellement sous l'effet de la mondialisation, sous l'effet d'un espèce de bouillonnement entrepreneurial local qui est absolument fascinant, que j'ai été le témoin, parce que j'y passe, et je continue d'y passer beaucoup de temps, parce que je travaille un peu avec la Banque africaine de développement sur les questions d'intégration régionale en Afrique. La clé, c'est l'intégration régionale. La clé du succès africain des années qui viennent, il est déjà en partie dans les tuyaux, parce qu'il y a des entrepreneurs africains qui se développent dans tous les sens. S'ils veulent faire mieux, il faut qu'ils mettent fin à cette malédiction du colonialisme, qui sont, dans un certain nombre de cas, leurs frontières. On leur a collé des frontières qui ne correspondaient pas à la réalité, qui ne correspondaient pas aux habitudes historiques et géographiques. Ce sont des pays, à part le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui sont de petits pays. Ils doivent, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs dans un certain nombre de régions, faire de l'intégration régionale sur les infrastructures, sur l'énergie, sur les normes, sur les standards. C'est, à mon avis, la priorité numéro 1, et c'est d'ailleurs ce que l'Union africaine a accordé entre les différents pays africains. Donc c'est un continent qui va mieux, qui va aller mieux. Il y a encore, si vous prenez la République démocratique du Congo, ou la Somalie, ou l'Érythrée, ou même le Soudan, il y a encore des trous de gouvernance considérables, mais dans l'ensemble, nous avons une Chine potentielle à nos portes, et je trouve que les Européens devraient, un peu plus souvent qu'ils ne le font, porter le regard sur ce qui se passe là-bas, y compris sur les opportunités que ça représente pour les Européens. Une toute dernière question rapide de Mathieu Castagnier pour une réponse brève. Et provocatrice, avec votre discours, on se dit que vous auriez fait un bien meilleur ministre des Affaires européennes que d'autres, que Harlem Désir par exemple, dont la nomination a surpris. Elle vous a surpris vous aussi ? Pascal Lamy. J'ai dit depuis un bon moment que mon ambition n'était pas d'être Premier ministre ou ministre, a fortiori ministre délégué ou secrétaire d'État. C'est un secret pour personne. Vous verriez en président de la Commission européenne, Pascal Lamy ? Comme on l'a dit il y a un instant, c'est un régime parlementaire. Il va falloir attendre le résultat des élections européennes. J'ai un champion que je défends, qui est Martin Schulz, qui est le champion de la famille social-démocrate. Ensuite, ça rentrera entre les mains du Conseil européen, qui proposera un nom, qui devra avoir une majorité au Parlement européen. C'est un processus parlementaire, et si vous voulez, c'est vrai que l'Europe reste pour moi une passion. Et que j'arrive à un âge où, disons, on a acquis tellement de raisons que, de temps en temps, la passion, ça compte. Voilà. Merci de nous avoir passionnés, Pascal Lamy. Vous avez été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, Pascal Lamy, Quand la France s'éveillera, aux éditions Odile Jacob. Le prochain invité de Face aux Chrétiens, le 24 avril, sera Jean-Luc Mélenchon, co-président du Parti de gauche, qui nous tiendra un discours évidemment différent. D'ici là, vous pouvez évidemment nous retrouver notre émission sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. À tout bientôt. Merci à vous tous.